Voilà, madame, monsieur, bienvenue au rendez-vous. On reçoit en ces débuts de soirée une figure emblématique des milieux de la communication au Cameroun. On ne la présente plus vraiment parce qu'elle a un gros parcours. Récemment, elle a été désignée sur un décret du chef de l'État comme membre titulaire du Conseil national de la communication. Et c'est un peu d'actualité. Suzanne Bema Kalalo, bienvenue sur le plateau. Bonsoir Sam Séverin Ango. Comment ça va? Voilà, bon, disons que ça peut aller. Merci de l'honneur que vous nous faites. Donc, l'émission, c'est le grand soir et avec vous, on va décrypter un peu quelques faits majeurs de l'actualité. Mais déjà, en une minute comme cela, est-ce que vous pouvez vous représenter vous-même à ce nombreux public qui vous regarde? Je m'appelle Suzanne Kalalobe, Bema Suzanne Kalalobe, fille de Iwia Kalalobe et de Beboy Sarakuta. Voilà, je suis journaliste, comme vous. Journaliste et fier de l'être, fier d'être parmi les, on va dire, les plus adulés également, on peut le dire, au Cameroun, désormais. Adulé, je ne sais pas, mais en tout cas, journaliste et fier de l'être parce que mon père l'était. Tout à fait. On parlera donc abondamment des questions de communication, de journalistes et même de politique aussi. Mais tout de suite, on prend le petit générique des news pour essayer de revoir un peu ce qui fait l'actualité du jour. Voilà, ça ne pouvait pas nous échapper. Donc, la nomination du tout nouveau secrétaire général. Le Sénat, c'est toujours à l'ordre du jour. Le problème, c'est qu'il s'agit d'un apparatique du pouvoir, on peut le reconnaître, membre du Sérail, RDPC, donc fidèle des filets du président de la République, même si son nom a abondamment été cité récemment dans des affaires liées à l'opération Épervier. Est-ce que c'est une surprise, l'arrivée de Michel Meva-Meboutou comme patron de l'administration au Sénat? Non, pas vraiment, parce que quand on sait comment fonctionne la technostructure politique du régime de Biya, on pourrait lire de façon un peu prémonitoire quels sont les gens qu'ils mettent à des positions et je dirais des positions clés sur le plan stratégique. Je pense que la difficulté aujourd'hui pour l'opinion, c'est de croire que la politique, c'est un jeu de saints. Or, la politique, c'est une machine. C'est une mécanique dans laquelle on met en place des dispositions pour conserver le pouvoir. C'est-à-dire que c'est une structure, c'est un système, et tout système a besoin d'un certain nombre de garanties. Et je pense qu'ici, parfois, la presse a affaibli l'opinion en lui faisant croire que c'est une question affective, c'est une question de déontologie. Donc on peut confisquer tous les attributs du pouvoir d'État, comme ça, tous les leviers du pouvoir, même si ça exaspère les uns les autres. Donc tant pis pour la démocratie aussi, pour l'équilibre. La démocratie n'en souffre pas, ça fait partie de la démocratie. C'est-à-dire que la démocratie, c'est quoi? C'est les conflits permanents entre ceux qui n'ont pas le pouvoir et ceux qui l'ont. Donc en fait, la démocratie, ce n'est pas quelque chose d'absolu où on distribue au peuple ce qu'il veut. La démocratie, c'est, à un moment donné, le rapport de force change et on a le pouvoir. Mais s'il ne change pas, qu'est-ce que ça voudrait dire, par exemple, je dis n'importe quoi, si, par exemple, je suis populaire, comme le Front National est populaire en France, entre guillemets, c'est la démocratie. Mais ça ne correspond pas forcément à une éthique de la République ou de la Constitution française, puisque celle-ci proscrit les discriminations et les restrictions. Donc, la démocratie, je pense que chez nous, les gens ne comprennent pas exactement ce qu'elle veut dire. On retient donc que le Sénat, le tout nouveau Sénat camerounais, a donc finalement une coloration, on va le dire, monocolore, si on peut s'exprimer ainsi, donc fatalement aussi, parce que c'est un jeu d'intérêt, comme le relève notre invité. Donc, Michel Meva-Meboutou, c'est son nom, donc il avait déjà été, on va le dire, secrétaire général à l'Assemblée nationale à l'époque. Il rebondit donc aujourd'hui, il sera secondé comme secrétaire général adjoint au Sénat par un ancien, toujours les mêmes personnes qui font partie du pouvoir RDPC, Bernard Wongolo, ancien gouverneur de région par le passé. On change de sujet pour évoquer rapidement l'actualité du football. C'est un jour de tension à Yaoundé avec la vive tension qui est notée depuis ce matin autour de l'élection à la tête de la fédération qui n'aura finalement pas lieu selon toute vraisemblance, les toutes dernières informations à l'heure où nous réalisons cette production. Il n'y a pas eu organisation d'assemblée générale au siège de la fédération comme cela avait été programmé. Alors les uns et les autres se seraient finalement dirigés
au lieu dit du Premier ministère pour essayer de trouver un dernier compromis. Alors, les principaux acteurs dans ce cinéma un peu mélodramatique, le président du Comité national olympique et sportif du Cameroun, le bien nommé Kalkaba Malboum. Il y a aussi un des vice-présidents de l'Africa-Foot, le docteur Francis Nvin. Alors, le nom de John Begenide qui est cité abondamment pour succéder à Iya Mohamed. Mais le problème, c'est que Suzanne Kalalobe, les fidèles au président Iya ne veulent pas entendre ça. Et finalement, c'est l'imbroglio, la confusion, la cacophonie totale en présence des représentants de la CAF et de la FIFA qui sont arrivés. Vers quoi est-ce qu'on peut déboucher dans cette situation? Moi, je pense que les journalistes ont beaucoup contribué à créer l'imbroglio autour de la FECAFOOT. Pour vous, c'est une affaire de journalistes alors? Non, les journalistes ont beaucoup contribué. Parce que si vous voulez, si les journalistes avaient eu un peu de retenue, ils auraient vu que, comme toute structure ou technostructure, la FECAFOOT, c'est un ensemble d'alliances, de jeux d'alliances et de jeux d'intérêt. Maintenant, la question cruciale, c'est pour que la FECAFOOT se rénove, que faut-il faire? Or, à aucun moment ce problème n'a été posé et on a polarisé la faute sur l'équipe actuelle qui dirige. On a attribué à la FECAFOOT de Iya Mohamed la défaite des Lions indomptables alors que c'est des choses qui mais sont ça, c'était pas la faute des complètement... journalistes, c'est pas les journalistes Non, qui sont les journalistes... monsieur Iya Mohamed. Non, attendez. C'est Les facile journalistes de ont... désigner la presse comme Non, bouc émissaire dans les cette journalistes affaire. ont contribué à jouer un jeu qui n'était pas le leur. Ouais. Il n'était pas fair play parce qu'ils ont pris position, ils ont pris parti. Aujourd'hui, donc, Qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut qu'on est faire pour en arrêté. sortir? Non, pour Parce en que sortir, on est le 19 il faut que juin les, non, il faut et que les finalement, on n'a pas de journalistes, solution. non, les journalistes doivent sortir de leur rôle de procureur parce qu'ils n'ont aucune compétence à juger, parce qu'ils n'ont aucun élément, parce qu'ils ont été manipulés. Moi, je prends le cas de la FECAFOOT. Aujourd'hui, on dit quand les Lions indomptables perdent, c'est la faute à Iya Mohamed. Moi, je suis sportive, je fais du sport. Si je suis sportive, je dois m'entraîner pour battre. Ça, c'est le débat de Et le fond, paradoxe, attendez, attendez, laissez-moi finir s'il Oui. vous plaît. Le paradoxe, c'est qu'ici, on oublie tout de la responsabilité de chacun. Ok, l'élection de la FECAFOOT, c'est quoi? Je suis d'accord que des gens disent « Oh, l'équipe d'IA a confisqué, etc. » Mais qu'est-ce que ces gens ont proposé en contrepartie? Qu'est-ce qu'ils ont fait sur le terrain? Alors maintenant, monsieur Iya est neutralisé, on peut le dire. Il n'est pas tout à fait neutralisé et peut-être que ces démêlés ne sont même pas liés à la FECAFOOT. Même dans Non. ces conditions-là. Les démêlés de IA ne sont pas liés à la FECAFOOT. Et si les gens pensent que c'est la FECAFOOT, c'est qu'ils sont naïfs. Vous savez, l'affaire du coton, c'est une guerre mondiale. Ouais. Hein? J'ai fouillé un peu sur Internet pour comprendre un peu la guerre du coton. Et en 2010, des pays comme le Tchad, le Mali, et Tchad, Mali et Niger sont montés au créneau pour combattre les exportateurs américains. Vous savez que le coton est symbolique. Rappelez-vous. Mais là, vous On le a fait ramenez la au traite coton alors qu'on est en négrière. football, ça veut dire que c'est vous Non. qui faites l'amalgame. Le fond, c'est le coton, c'est pas le football. Si on convoque Iya Mohamed pour les 19 fautes de gestion de Sodé-Coton, ce n'est pas le football. Je suis désolée. Si on Donc, l'arrête, il doit c'est parce rester que la légitimement Consupé... candidat à la fédération. C'est clair, même parce par qu'en fait, procuration. même Mais si c'est le pour ça que ça Consupé... coince aujourd'hui, Non, Suzanne Kalala. même si le Consupé dit, ce que dit le Consupé, c'est l'avis du Consupé. Ce n'est pas une décision de justice. Seule la décision de justice peut enlever à Iya Mohamed ses droits en tant que citoyen. En tant que citoyen, il peut toujours prétendre à compétir pour la FECAFOOT. Là où les journalistes sportifs, et pas seulement eux, ont créé la confusion, c'est qu'ils ont tout mélangé. Et ils ont sous-estimé la guerre du coton. Tout à fait. On parlera donc abondamment des journalistes tout à l'heure parce que vous estimez que la confusion à laquelle on assiste sur cette élection à la FECAFOOT est en partie causée par les gens de la presse. Surtout en tous les cas, c'est vous les qui le dites. journalistes sportifs. Alors aujourd'hui donc, le problème il est là aussi, les autorités qui ont en charge de régler tout cela auraient pu prendre à bras le corps l'affaire lorsqu'elle avait déclenché. On attend toujours la dernière minute. Aujourd'hui, on vous dit qu'il y a une réunion à la primature. Bon, on va attendre de voir ce que cela donnera. On retient seulement que rien n'a pu être décidé au jour d'aujourd'hui. Il y a eu des vives tensions avec un déploiement des policiers et quelques badauds et autres personnes qui sont allées à l'assaut de cette instance fêtière du football. Alors, au pire, on risque une suspension. Hein.
on De va l'Assemblée. dire, des cercles du football international, parce que la FIFA pourrait se montrer exaspérée par les problèmes du Cameroun et l'incurie manifestée sur cette affaire. Alors, au moins, on peut déboucher sur la mise en place d'un comité provisoire de gestion. Et là, on ne sait pas si fatalement cette formule pourra être retenue. En tous les cas, c'est une affaire à suivre. On parle rapidement de l'actualité du Brésil pour dire que là encore, la FIFA a essayé de rebondir par rapport aux manifestations qui ont cours alors à travers une déclaration de Joseph Sepp Blatter qui estime que de toutes les façons, ils n'ont pas imposé le mondial aux gens du Brésil. C'est le Brésil qui avait demandé à organiser la Coupe du Monde. Donc au jour d'aujourd'hui, et lorsque même la nouvelle leur avait été attribuée, on avait vu des gens qui avaient manifesté dans les rues pour dire qu'ils sont contents de voir arriver la Coupe du Monde chez eux. On est étonné de voir aujourd'hui que des gens descendent dans la rue pour revendiquer des meilleures conditions de vie. Alors c'est un peu un amalgame, même si c'est quelque chose qui reçoit le soutien de 3 joueurs de l'équipe nationale, dont le dénommé Dani Alves, qui soutient les manifestants. Mais en tous les cas, la Coupe des Confédérations, elle, se poursuit de ce côté-là. On parle de cette affaire qu'on avait évoquée hier, donc concernant la jeune prostituée française du nom de Zaya. Alors, le procès qui devait s'ouvrir hier a dû être reporté en l'absence des différents protagonistes, les footballeurs Karim Benzema et Franck Ribéry, qui avaient été concernés par cette affaire. Le problème, on le rappelle, c'est que cette jeune dame, à l'époque des faits, avait caché qu'elle était encore, on va le dire, mineure à l'époque des faits. Aujourd'hui, on peut voir ces très belles formes pour reconnaître que c'était difficile à ces 2 footballeurs de pouvoir résister au charme de cette jeune personne qui est une égérie du monde et de la mode aujourd'hui. Suzanne Kalalobé, est-ce qu'on peut faire le procès de l'amour aujourd'hui finalement Non. C'est pas le procès de l'amour. Ouais. La plupart du temps, les hommes, si vous voulez, sont guidés par leur quéquette. Excusez-moi de parler aussi durement. C'est-à-dire, ils pensent que dès qu'ils voient une femme, si elle a des belles formes, ils ont un désir, il faut qu'ils entrent dedans. Et ils perdent complètement le sens des choses. Et je pense que si ces filles... Et là, ce sont des footballeurs qui gagnent beaucoup d'argent, qui ont la gloire. Non, peu importe. Normalement, ils ne devraient pas succomber à... Non, peu importe. Je pense que la leçon de cette histoire, c'est quoi? C'est qu'un homme doit savoir se tenir. Se tenir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ok, une belle femme, des belles formes. Des belles formes qui sont en exhibition non, aussi, c'est ça? On n'est pas obligé de lui sauter dessus. Hein. Un homme n'est pas un animal, ce n'est pas une bête sexuelle. Il n'a aucune obligation de résultat. La preuve, c'est que dès qu'il saute sur une femme, eh bien, il est objet de convoitise. Et en fait, c'est le chantage. Et je pense que la leçon... Même si c'est la femme qui a contribué à attirer les instincts de ces hommes-là. La leçon pour moi, si j'en appelle aux hommes qui sont mes frères, beaucoup sont mes frères, quelques-uns ont peut-être pu être plus proches de moi. Je leur dis que franchement, la quéquette là, toujours debout, c'est jamais très bon. Et je pense que l'homme doit pouvoir se respecter. S'il pense qu'il n'est qu'une bête qui met son sexe dans n'importe quel sexe, alors tous les procès qu'il aura, il les mérite. Mais donc il mérite bien. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est une affaire qui prend des proportions simplement parce que ce sont des personnalités des milieux du sport. Non, ce n'est pas ça. Si je suis une personnalité... Ce que vous recommandez, non, attendez, Ango. En plus, si quand on est une personnalité, on doit davantage faire attention. Si je suis une personnalité, je ne suis pas obligée d'être un bordel. Je ne suis pas obligée de me rendre accessible à tout le monde. Tout à fait. Je ne suis pas obligée d'ouvrir mes fesses à tout le monde. Je pense que le problème des hommes, c'est ce qui est arrivé à DSK. Vous êtes assez dur quand même sur ce cas. Parce que vous parlez de DSK, mais on a pardonné à DSK. Parce qu'on considère que ça relève de la vie privée. Non, personne ne lui a pardonné. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, vie privée ou pas, si j'aspire à être chef d'État, journaliste comme je le suis, je ne suis pas obligée d'ouvrir mes fesses à n'importe qui. Et je pense que on voit que c'est un sujet qui vous tient à cœur. Vous avez envie d'en finir. Ces gens-là ont suffisamment d'argent pour savoir qui ils doivent choisir. Ok. Quand on a de l'argent, on peut se payer les meilleures filles possibles sans être obligé d'être exposé. Okay. Et je pense que vos footballeurs, bon, ils ont été cons. Voilà. Normalement, d'après vous, on devrait les condamner normalement par rapport à leur participation à l'équipe nationale de France, non, par exemple. Peut-être pas les condamner, mais ils doivent eux-mêmes s'auto-condamner pour s'être bradés. Si vous considérez, vous, Ango, que vous êtes un grand monsieur, vous n'allez pas aller dans n'importe quelle bouge et vous envoyer n'importe quelle personne. Vous devez respecter. Vous devez quels que soient les charmes de cette personne-là, finalement, c'est ça. Parce que des belles femmes, c'est pas ce qu'il y a de moins, c'est pas ce qu'il y a de plus rare. Ouais. Il y a tellement de belles femmes. Il y a tellement de beaux hommes.
avec la chirurgie esthétique, avec tout ça. Donc, une belle femme ou un bel homme se présente à Vous moi, reconnaissez quand par même exemple. pour sortir que la Zaya, elle est particulièrement, on va le dire, Non, moi, je ne la trouve pas particulièrement belle. ouais. Je la trouve vulgaire, c'est-à-dire ordinaire. En d'autres termes, une femme qui peut, les seins peut-être, comment on appelle ça, siliconés, le visage peut être chirurgien Avec esthétique. des yeux quand même aussi. Les yeux, pas ouais. terribles. Voilà. Mais bon, allez, on prend. parce Merci que pour les la hommes sont pas réalisation. exigeants. On va sortir de la question et clôturer la page des news avec l'information relative aux artistes musiciens camerounais qui pourraient avoir le bonheur de bénéficier d'une nouvelle dotation en termes de répartition. L'information vient de la SOCAM qui nous confirme que c'est une affaire de quelques heures fatalement à la suite d'un montant d'argent qui leur a été finalement payé aussi par les soins de Cameroun Radio Television. Donc on reviendra sur cette information qui fait donc le bonheur des artistes musiciens qui ont un peu trop longtemps attendu, rappelant simplement qu'aujourd'hui il y a un comité de gestion en place à la suite des turbulences observées au niveau de cette SOCAM-là. Comité de gestion piloté par l'administrateur Jean-Pierre Témé avec Moussa Aïssam et Messi Ambroise. Donc en attendant aussi, il faut rappeler qu'Odile Ngaska est toujours la PCA de cette instance-là et on attend le recrutement d'un nouveau directeur général depuis le limogeage du directeur général qui s'était rendu complice, M. Aaron Kabelok, des détournements en complicité donc avec M. Roméo Ndoumbe Dika Douala. Voilà, madame, monsieur, sans transition, on va aller parler de choses plus sérieuses maintenant avec la rubrique politique et sociale. Donc, avec le premier sujet qui intéresse notre invité, qui concerne notamment la politique politicienne, on peut le dire, telle qu'elle se pratique au Cameroun, parce que c'est une... Est-ce que vous êtes journaliste politique essentiellement? Enfin, on peut vous présenter comme ça? Non, je suis journaliste. Ouais. Il se trouve que je suis une militante politique et que j'ai fait Sciences Po en termes de discipline. Voilà, donc vous êtes Mais je ne suis pas journaliste politique. Vous êtes plus encline à parler des choses de politique? Non, je suis enclin à parler de tout. Alors, je n'ai pas une qu'est-ce qui s'est passé, Suzanne Kalalobé? Parce qu'on risque de ne pas avoir beaucoup de temps, sauf si la direction nous accorde quelques minutes supplémentaires, parce qu'avec vous, il y a tellement de choses, on ne sait pas même par où commencer. Alors, vous êtes chroniqueuse sur le plateau de l'émission Droit de réponse. À un moment donné, on a appris d'ailleurs de sources assez bien informées que votre temps de parole a dû être diminué à la suite de pressions qui auraient été faites à votre hiérarchie par des lobbies de l'opposition qui trouvaient que vous commenciez un tout petit peu à les embêter. Est-ce que c'est vrai quand on a décidé que vous ne pourriez pas passer toutes les semaines, finalement 2 semaines sur 2? Non, officiellement, ouais. La raison qui a été donnée, c'est que on ne doit pas saturer l'antenne. Voilà, donc on est de retour donc sur l'antenne de toutes les façons. On est toujours avec notre invité. À présent, on va aborder la rubrique politique sociale avec Suzanne Kalalobé. Déjà, qui refuse d'être présenté comme journaliste politique essentiellement? Oui, parce qu'en fait, pour moi, un journaliste n'est pas politique, sportif ou culturel. Un journaliste est un journaliste et il aborde les champs et les sujets de société, quels qu'ils soient. Maintenant, il se peut que par affinité, par formation, comme la mienne par exemple, je suis linguiste d'origine, je suis militante politique, j'ai fait Sciences Po, je m'intéresse un peu plus à la politique et que mon carnet d'adresses en politique soit plus étendu qu'en environnement ou économie. Mais la spécialisation chez les journalistes, ça n'a jamais été une bonne chose. Moi, on me présente comme journaliste politique parce que je suis d'abord chroniqueur. J'entre dans la presse comme chroniqueur, c'est-à-dire analyste. J'analyse le champ politique, les acteurs, leur jeu, leur rôle, et je fais de la prospective. Mais c'est lié à ma formation, à mon engagement militant. Quand je commence à écrire à la Nouvelle Expression, je suis d'abord une militante. Et j'écris une chronique comme un éditorialiste, comme un écrivain. Mais petit à petit, le journalisme en tant que métier commence à m'intéresser. Donc j'explore d'autres sujets. Tout à fait. Et aujourd'hui, donc, vous êtes passé comme, on va dire, la référence dans le domaine. De toutes les façons,
On va rester un peu sur votre parcours avant d'explorer le titre qui s'affiche sur les stratégies du pouvoir en place. Alors, est-ce qu'on peut penser que vous avez finalement été bien connu du grand public avec l'émission L'Actu sur Canal 2 International? À partir de là, pour que le grand public puisse vous commencer à bien vous cerner. Non, je pense pas. J'ai commencé avec Polémos à la radio, à Equinox. J'ai fait Livre noir et musique d'Afrique. Et puis une opportunité m'a été offerte par Tchatoué qui m'a demandé, qui m'a proposé de faire une émission. Je ne savais pas exactement quelle émission j'allais faire à la télé, je ne connaissais rien à la télé. Et la télé ne me fascinait pas autant que la presse écrite ou la radio. Et puis finalement, je me suis dit, tiens, pourquoi je ne ferais pas une émission Tout à fait. actualité avec un documentaire et un débat? Et pourquoi je ne présenterais pas, je ne co-présenterais pas pour casser la logique du star system? Voilà comment. Tout à fait. On voit d'ailleurs qu'aujourd'hui, vous avez eu raison de co-présenter parce que votre co-présentateur aujourd'hui, on peut le dire, il est passé à autre chose. Sur Africa 24, on peut parler Jean-Célestin Djangué, c'est une parenthèse. Ouais. Alors, finalement, je crois qu'à l'époque, quand même, là-dessus, vous aviez une position, on peut le dire, quand même, des opinions assez tranchées contre les systèmes en place. Alors maintenant, il y a eu un revirement quand même, hein, on peut le dire. On va arriver à votre passage à Equinox au cours des derniers mois. Le revirement qui a été perçu au sein de l'opinion comme un changement radical, pratiquement, où on a dit Suzanne Kalalobé, c'est fini, elle a basculé dans l'autre camp. Non. Je pense qu'il y a une erreur, si vous voulez. Actu, ça a été perçu comme ça quand même, on est d'accord. Le fait que les gens perçoivent les choses comme ils le perçoivent, ça ne veut pas dire qu'ils voient juste. Pourquoi je dis ça? C'est que beaucoup de Camerounais ont une vision linéaire des choses. La vision linéaire, c'est, bon, je suis dans Actu, Polémos, je suis dans mon rôle, ok? Je suis journaliste, et si les gens se rappellent bien de Polémos et d'Actu, que vous soyez du pouvoir ou de l'opposition, j'avais toujours la même posture, c'est-à-dire la même posture critique. Maintenant, quand je reviens à Equinox, je suis dans une posture. Mon travail, c'est d'analyser le travail de Vous voulez mes dire confrères. à l'opinion qui vous regarde, Suzanne Kalalobé, qu'il n'y a eu aucun changement au niveau de votre idéologique Je n'ai jamais changé. Je n'ai jamais changé. Vous n'avez jamais été acheté par les cercles du pouvoir. Vous n'avez pas des amis dans les milieux du pouvoir. Ça, c'est ce qui a été dit. J'ai des amis, mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Ouais. Ça date de mon adolescence. Moi-même, je ne suis pas une fille née dans une famille pauvre. Je suis dans une famille de dirigeants. J'ai des amis. Et mes amis ont toujours un type comme Grégoire Ona connaît mes positions. Et le pouvoir n'est jamais venu vers moi pour m'acheter. Jamais. Jamais on est venu vers moi pour me dire, bon, pardon, ferme ta bouche et dis ceci. Alors, jamais. Il ne reste que sur l'émission Droit de réponse, quand même fondamentalement, vous exercez comme un contre-pouvoir. Non, pas contre-pouvoir. Mon travail dans Droit de réponse, c'est quoi? Comme l'émission que nous sommes en train de faire, on va me donner à l'analyser. Et pour me demander, est-ce que Sam Ngo a fait son travail? Tout à fait. Maintenant, dans le fond de vos analyses, donc on observe sur le fond, c'est le travail, c'est pas le fond. Ouais. Ma position sur votre opinion sur le pouvoir, ça ne me regarde pas. Ce que je dis, c'est que nous devons faire notre métier. Qu'on soit pour ou contre le pouvoir, on doit faire notre métier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je dois traiter de l'affaire Iya Mohamed, je ne dois pas mettre en avant d'abord mes sentiments. Je ne dois pas dire il a été un voleur ou un menteur. Parce que si je le dis, il m'attaque pour diffamation. Parce que le code pénal m'interdit de le dire. Parce qu'il y a présomption d'innocence. Or, quand vous lisez les articles, quand vous écoutez les émissions, les gens prennent leur opinion pour la réalité. Ce n'est pas les faits. Bien sûr, si on dit on n'a pas assez de médecins, pas assez d'écoles, c'est un fait. Mais si on dit on n'a pas assez de médecins, pas assez d'écoles parce que tel est un voleur, on n'est plus dans notre métier. Est-ce que vous, droit de réponse, vous pensez pouvoir être toujours aussi populaire auprès de, on va mais dire, des masses par rapport justement à ces analyses que vous... Mais je ne cherche pas à être populaire. Voilà. Ce n'est pas les masses qui m'ont amené au journalisme. Je ne suis pas un élu. Je suis Suzanne Kalalobé,
fille de mon père et de ma mère, Ok. compagne Comment de vous Herman comprenez Wyatt. que donc les gens de l'opposition se soient sentis un peu dérangés par vos prises de position, au C'est- point que, d'après nos informations, ils aient pu exercer des pressions Certaines auprès de la pressions. hiérarchie, hein? Ça, vous Non, pouvez le certaines confirmer. Ouais. pressions, je ne peux pas. Ouais. Mais si vous voulez, vous Pour que voyez... votre temps de parole soit ramené à Non, un non, peu non. moins que ce que vous faisiez avant. Non, je pense simplement que les Camerounais ne sont pas tolérants. C'est-à-dire, ce qu'ils reprochent à Biya, c'est ce qu'ils font eux-mêmes. Même l'opposition n'accepte pas la critique. Or, moi, je pense que le RDPC accepte la critique. Ça fait 22 ans qu'on passe le temps à dire que Biya Mosgo, c'est un salaud, c'est un voleur, c'est un bandit. Mais il ne ferme pas les chaînes. Mais l'opposition, en tout cas une certaine, ne supporte pas qu'on la critique. Dès que vous critiquez le SDF, l'UNDP, on vous dit le RDPC vous a acheté. Comme si vous étiez une loque humaine, sans aucune dignité, sans aucune force morale. Et le danger dans notre pays, c'est que la discussion contradictoire n'est pas tolérée par ceux qui veulent que le régime actuel... Alors, au point donc ils auraient pu obtenir un peu, on va le dire, que votre temps de parole soit érodé et diminué. Comment vous comprenez que la hiérarchie du groupe Equinox ait pu céder à cela? Parce que ça aussi, on a pu quand même s'en étonner. Ouais. C'est le chant des sirènes. Moi, je pense que je dérange. D'abord, je suis une femme. Et les hommes dans ce pays n'aiment pas les femmes qui ont une forte personnalité. Je suis une femme, je pense, une femme intelligente, cultivée, et qui n'a jamais mis en avant ses lolos, ses atouts physiques pour séduire les hommes. Et je pense que de manière générale, ça dérange beaucoup. Ça dérange beaucoup d'hommes, parce que personne ne sait par quoi on peut me prendre. Là, vous extrapolez un peu parce qu'il faut rester dans le fond de vos analyses. Hein. Non, je n'extrapole pas. Non, je n'extrapole n'extrapole pas. Ouais. Je vois concrètement, c'est ma vie dont je vous parle. Je vois concrètement comment les hommes se comportent avec moi. Je vois l'agressivité ou l'agression. Je vois. Toujours est-il que quand on décide quand même de vous faire passer un peu moins de temps sur ce plateau-là, non, pas un peu moins. vous-même, vous avez accepté, vous auriez pu vous dire, bon, ok, bon, de toute façon, comme vous ne voulez plus que je vienne donner mes points de vue tout le temps, bon, ok, je m'en vais définitivement. Non, je suis pas du tout, comment on appelle ça, ni égocentrique, ni une star. Je suis une professionnelle. Je peux comprendre des raisons contingentes ou conjoncturelles. Je ne suis pas une star. Et quand je dis que je ne suis pas une star, c'est tellement vrai que je suis quelqu'un qui chante et dont on dit que je chante bien. Et la première fois que j'ai chanté en Corse, à Bastia, quand j'ai vu l'horreur que ça représentait que d'être chanteuse, c'est-à-dire le rêve, j'ai dit que moi, là, je ne serai jamais une chanteuse. En d'autres termes, je suis d'abord une professionnelle. C'est-à-dire, j'accepte les contingences. Quand on me dit, oh, Suzanne, vraiment, c'est trop, machin, machin, je dis, ok, il n'y a pas de problème. Je ne fais pas ce métier parce que je veux être visible, ni parce que je veux être star, ni rien du tout. Je le fais accidentellement. Donc, alors, mais le reste, par la suite, donc, vous avez dû être, on peut le dire, récompensé par les plus hauts. C'est pas une récompense. Non, c'est pas une récompense. Votre nomination, comment elle a été perçue au Conseil national de la communication? C'est le résultat de... Ça, on ne doute pas. Nous, on sait que vous avez de l'épaisseur à ce niveau. Mais une certaine opinion a bien pu lire cela autrement que c'est un cadeau qu'on peut vous faire comme cela aussi par rapport à vos prises de position qui se sont quand même un peu adoucies vis-à-vis du pouvoir en place. Les positions ne se... Je pense que l'opinion a une vision fausse du pouvoir, vraiment fausse. C'est-à-dire qu'en ce qui me concerne, je n'ai jamais, mais vraiment jamais été draguée par le pouvoir. On ne m'a jamais convoqué à Etoudi pour me dire « calme-toi, voilà ce qu'on va te donner ». Même la nomination au CNC n'a jamais été l'objet de quelques concertations. Même votre recrutement au sein d'une entreprise de la place ça aussi, ne vient pas. Mon recrutement, pas du tout. À Ouais. Isacam, je suis recrutée comment? Sans publicité, hein, parce qu'on n'a pas le temps de parler de ça. Non, je parle d'Isacam. Attendez. Non, attendez, de toute façon, ça vous nous dites des intéresse pas choses. beaucoup. Non. Un jour, je suis à la communauté urbaine. Je suis stagiaire parce que je faisais un master, enfin une maîtrise en développement urbain. Et j'étais stagiaire à la communauté urbaine de Douala. J'arrive au bureau de Yango. À l'époque, c'est en 98. Isacam est en grève. Ils ont laissé des tonnes. Et Yango m'invite dans son bureau, il y a un monsieur. Je ne sais pas que c'est le directeur d'Isacam. Je lui dis que, mais il me présente, je lui dis, mais c'est scandaleux ce que vous faites.
Vous voulez nous faire mourir? C'est pas comme ça qu'il faut. Il me demande. Bref, c'est à cet instant que c'est établi attendez, le il contact. me demande qu'est-ce ouais. qu'il faut faire. Je lui dis, laissez-moi repartir. Je vais vous envoyer une proposition. Et je lui ai envoyé une proposition de stratégie de communication. Il me dit, OK, Banco, je vous prends comme consultante. Et c'était en 2003. Voilà comment je me retrouve à Isakam. Ok, voilà, donc de toute façon, on était en train d'évoquer le clanisme dans le registre des cercles du pouvoir. En tout cas, vous nous aviez déjà donné en début d'émission votre position relativement à cela, au fait que le Sénat camerounais aujourd'hui, l'Assemblée nationale et tous les leviers du pouvoir qui sont contrôlés par, on va le dire, une même équipe. Donc, pratiquement, on passe au second sujet qui est la conséquence de cela, c'est-à-dire le délitement pratiquement de l'opposition camerounaise aujourd'hui, qui est un peu piégée par les affres du système en place qui ne veulent leur faire aucun cadeau. C'est comme ça aussi, vous pouvez le lire aussi, qu'il n'existe pratiquement plus d'opposition politique dans ce pays. D'abord, je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites que l'opposition, c'est délité parce que l'adversaire ne lui fait pas aucun cadeau. Je suis une militante UPCiste et je milite depuis l'âge de 18 ans. Et je prends pour argent comptant les stratégies de combat. Je suis aussi une sportive. Le problème de l'opposition camerounaise, c'est qu'elle s'est oubliée. Elle a oublié quel était son rôle, sa fonction. Quand on est dans l'opposition, on doit chercher à gagner. Et pour gagner, ce n'est pas seulement la protestation, c'est l'organisation en amont. L'ANC en Afrique du Sud a gagné parce que pendant qu'ils s'opposaient de manière violente contre le pouvoir d'apartheid, ils créaient ce qu'on appelait des contre-cultures, des écoles, des troupes, des armées, etc. pour que, au moment fatidique, ils cognent. Chez nous, l'opposition s'est contentée de dire « Biya must go », blablabla, blablabla. Non, on ne construit pas une alternative seulement de manière tribunicienne. On construit en mettant en place... Or, il était possible, moi quand je suis arrivée ici, il y a 22 ans au Cameroun, j'ai un réseau, je sors de France, je travaille dans les mairies. J'ai dit à mes camarades que, ok, on est contre l'école camerounaise, on est contre ceci, mais créons des espaces où on montre qu'on peut faire autre chose. Donc la faute à cette opposition elle-même, donc elle ne peut pas s'abriter derrière, elle ne peut pas, on va le dire, les stratégies de confiscation du régime en place aussi. Non, elle n'a pas été offensive, elle n'a pas été, je dirais, constructive. Parce que quand vous vous battez contre un pouvoir, vous ne pouvez pas passer votre temps qu'à le dénoncer. Il faut montrer aux Camerounais que autre chose est possible ici et maintenant. Comment vous appréhendez la nature du régime politique camerounais? Est-ce que c'est de type présidentialiste, comme certains juristes le disent, c'est-à-dire que les pouvoirs sont essentiellement concentrés entre les mains du chef à la tête, ou alors il y a quand même... qu'on ne peut pas parler de totalitarisme forcément au Cameroun? Non, je pense qu'une des dérives de la démocratie moderne, c'est le présidentialisme. Quand vous suivez ce qui a fait que Sarkozy parte, c'est parce qu'on lui reprochait de tout concentrer. Quand on voit aujourd'hui comment fonctionne Hollande, c'est une des dérives de ce qu'on appelle la démocratie représentative et nos pays ne peuvent pas y échapper. Je ne suis pas d'accord avec ça. Mais la meilleure manière de combattre cela, c'est que les acteurs du champ politique puissent prendre leurs responsabilités pour réduire la marge de manœuvre présidentialiste. Or, le problème chez nous, c'est qu'en dehors des télés, les gens ne sont pas sur le terrain. Si vous voulez réduire la marge de manœuvre aujourd'hui du biaïsme, il faut que les gens occupent l'espace politique, social, culturel. Même s'ils n'ont pas tous les moyens, finalement, du pouvoir les moyens, ça ne veut rien dire. Les moyens, vous les construisez. La révolution bolchevique, c'était comment? Ils n'avaient pas les moyens avant. Ils les ont fabriqués. La révolution cubaine, ils n'avaient pas les moyens, ils ont fabriqué. La révolution chinoise, et ainsi de suite. Le fait de ne pas avoir les moyens, c'est dans l'ordre des choses. Si je veux vous combattre, par exemple, je suis une femme, on dit les femmes n'ont pas des moyens. Mais j'ai des moyens. Pourquoi? Je les ai fabriqués. Tout à fait. On peut le voir dans d'autres pays aujourd'hui, même en Iran, aujourd'hui, il y a un changement de régime. C'est systématique aussi. Au Venezuela, c'était assez compliqué parce que malgré le décès de Hugo Chavez, je crois que c'est toujours un de ses partisans qui a succédé à ce dernier à la tête de l'État.
On va aller pour la dernière ligne droite de ce programme et évoquer les questions de communication, parce qu'on ne peut pas vous laisser partir sans s'y attarder. La communication sociale, donc sans transition, on est dans la rubrique Actu Média, forcément. Donc, la communication sociale, et on peut parler d'un peu trop de liberté. Les libertés ont la cote au Cameroun. C'est comme cela aussi qu'on peut le dire depuis les années 90. C'est d'ailleurs ce qu'a déclaré le président du CNC hier. Donc, il estime qu'il y a beaucoup de choses qui sont tolérées au Cameroun qui ne le sont pas ailleurs, par exemple. Non, c'est clair. C'est-à-dire que le problème du Cameroun, c'est quoi? Il y a 22 ans, parce qu'on sortait d'un système de parti unique, un système d'oppression totale et totalitaire, on a lâché les vannes. Mais quand on a lâché les vannes, c'est dans un contexte socio-politique et culturel où il n'y avait pas de balises. Ou alors les seules balises étaient l'ethnie, le communautarisme, la guerre des clans, etc. Ce qui fait que quand les gars, les filles et les gars commencent à s'exprimer, ils disent tout et n'importe quoi. Tout le monde trouve légitime que quelqu'un puisse écrire dans un journal que Suzanne Kalalebé est une homosexuelle ou elle est pédéraste. On trouve que c'est normal. Or, on oublie que dans les libertés individuelles, il y a la liberté d'opinion, il y a la liberté de la vie privée, il y a la liberté de ceci, cela. Et on a laissé la presse s'engouffrer dans un magma de dire qui était totalement inacceptable. Et aujourd'hui, ce à quoi on assiste, c'est quoi? C'est que, bon, je vous en veux, je crée mon journal, je fabrique une histoire contre vous, et au nom de la liberté d'opinion, je laisse les gens vous dire n'importe quoi. Prenons le cas le plus récent de Iya Mohamed. Mais on va y revenir, mais on a déjà vu à attendez, l'époque de Jacques Ndongo, le gouvernement lui-même était en train d'encourager l'émergence d'une certaine presse qui n'était pas représentative. Jacques Ndongo n'encourageait pas de façon institutionnelle. Mais il est clair que bon nombre de chantres du régime se sont servis de cet espace pour régler leurs comptes. Mais je voudrais revenir au cas de Iya Mohamed. Voilà, c'est un cas qui nous intéresse particulièrement. Oui. Iya Mohamed est un de Koto, tous ces gens qui ont été mis en prison. On a servi à l'imagerie populaire des victimes qu'on a vendues de façon honteuse, sans respecter le minimum du droit de la personne à être protégée. On les a bradés comme ça. Et ça, je crois que l'exemple le plus patent, c'était celui de Yves-Michel Fauto également, qui avait été matraqué avec l'acharnement du journal Aurore Plus, par exemple. Non, ce n'est pas le plus patent. Je dis que le cas le plus, je trouve le plus odieux, c'est Iya Mohamed. Pourquoi je dis que c'est odieux? Ce type a dirigé... Ça vous fait mal, hein, ce qui lui arrive? Ça ne me fait pas mal. Ce qui me fait mal, c'est l'injustice de la justice. Et le fait qu'on laisse les gens régler leurs comptes de façon honteuse. Peut-être que la presse relaie simplement les sentiments qui sont refoulés au niveau de l'opinion aussi, parce qu'aujourd'hui, quand vous faites un sondage, pour le cas de M. Iya, comme vous le dites... La presse ne relaie rien et la presse n'a pas à relayer cela. Pourquoi? Parce que la presse n'a pas à soutenir le fait que, par exemple, quand on tue un voleur dans un quartier, c'est injuste, c'est honteux et c'est scandaleux. La presse n'a pas à relier les sentiments les plus abjects de l'opinion. La presse n'a pas à relier la bestialité ou la sauvagerie de l'opinion. La presse a à interroger l'opinion sur son propre comportement. Donc là, en lui posant des questions, en disant, mais attendez, c'est quoi? Oui, je le fais, Ça veut dire que pour vous, le Cameroun a dit, parce que, écoutez, moi je suis allé dans d'autres pays, le Sénégal par exemple. Est-ce que vous pensez que la presse sénégalaise, les quotidiens qui existent là-bas, sont un peu plus intelligents, un peu plus représentatifs que le Cameroun? Je m'en fous du Sénégal. Moi, je suis camerounaise. Je suis fière de mon pays. Mais votre président, le monseigneur Béfé Ateba, il a cité un exemple de la presse du Gabon, par exemple. Moi, je m'en fous du Sénégal et du Gabon. Je suis fière d'être camerounaise. Et ce que je dis à mes frères et sœurs du Cameroun, c'est qu'il faut qu'ils arrêtent d'être approximatifs. Ça ne nous fait pas une gloire que d'être aussi nuls que ce que nous faisons. Vous pensez vraiment que la presse et les journalistes du Cameroun sont aussi nuls que ça? Nuls parce que, si vous voulez, ils prennent le relais des opinions les plus conservatrices. On a le droit quand même de glorifier notre pays, de magnifier notre pays. On a des gens bien, on a des gens forts. On n'est pas obligé d'être toujours à la remorque des gens.
Moi, je ne suis pas d'accord. Donc, vous voulez dire que tous les sincèrement. quotidiens, il y a déjà le quotidien Cameroun Tribune qui est déjà là pour servir de relais aux intérêts du gouvernement. Il y a quelques autres quotidiens comme Mutation qui sont plus tout à fait trop durs au jour d'aujourd'hui. Même le Messager a commencé un peu à changer de cap depuis quelques temps. Non, il y a un Quelles problème. sont les avancées que vous pouvez reconnaître finalement à Je cette ne presse? reconnais aucune avancée de fond. Pourquoi? Parce que la presse, surtout la presse privée, n'a pas fait d'efforts dans son travail d'investigation et de rectitude morale. Elle s'est contentée de dire « je relaie l'opinion ». L'opinion dit « ça ne va pas », je le dis, mais elle n'a pas fait son travail. Et personnellement, parfois, je suis catastrophée quand j'arrive dans des conférences de presse. Vous m'invitez ici aujourd'hui, je me dis « merde, je me suis engagée dans ce métier avec beaucoup de conviction et de passion. 22 ans après, quand je vois ce qu'on fait, je suis choquée. » Tout à fait. Et tout à l'heure, on verra dans quelle mesure et que, vers la fin, donc, au niveau des missions qui sont assignées au Conseil national de la communication auquel vous appartenez, qu'est-ce que vous entendez faire? Déjà, il y a eu quelques premières actions, on va en parler, mais d'abord, évoquons le cas des relations, des rapports entre les journalistes et les gens du pouvoir. Tout à l'heure, vous étiez en train pratiquement de dénier toute, on va dire, corrélation, connivence avec certains cercles des milieux pouvoiristes au Cameroun, mais quand même, à ce niveau-là, vous pensez qu'un journaliste de politique, par exemple, peut réussir à conserver son indépendance de façon totale aujourd'hui? Totalement. Ça dépend de lui, ça ne dépend pas des autres. Moi, on me dit que je suis journaliste politique simplement parce que j'ai été militante de l'UPC, je reste une militante pour le changement pendant des années. J'ai de nombreux amis, très bien placés, mais ce n'est pas eux qui dictent ma conduite. Je suis d'abord une citoyenne engagée et militante. Et contrairement à ce que l'on peut penser, je suis membre d'aucun réseau. Je ne suis pas dans la franc-maçonnerie, je ne suis dans aucune secte, je ne suis pas croyante, je ne suis hélas plus. Suzanne Kalalobe, quel est le journaliste politique qui vous aura quand même un tout petit peu marqué au Cameroun au cours des dernières années, hein? Parce que, bon, j'ai envie de citer quelques noms, mais je ne sais pas quels sont ceux qui, finalement, essayent d'être un peu moins approximatifs, comme vous le dites. Non, je respecte Charles Ndongo, Alain Bélibi, c'est tout. Oui, ça, c'est des journalistes du pouvoir, on peut le dire. Hein? C'est vous qui les appelez du pouvoir, mais je les respecte parce que j'ai vous toujours respectez aimé... pas Valentin Siméon Zinga, qui travaille avec vous depuis quelques années aussi, qui a souvent de très belles attitudes dans ce métier. C'est pas que je ne le respecte, je le respecte professionnellement, mais il ne me fascine pas. Ouais. Par contre, Charles et Alain me fascinent. J'aime beaucoup leur... Non, je respecte Valentin. Valentin, ouais. Mais Charles et Alain me fascinent. J'aime leur manière de dire, de faire. Je les trouve assez... Comment on appelle ça? Assez légers, distanciés. Valentin, je le trouve très très sérieux. Vous pensez qu'ils ont vraiment de la distance aussi? Ceux que vous citez en exemple aujourd'hui, qui sont totalement, pratiquement inféodés mais attendez, au pouvoir, personne, qu'ils ont de la distance critique. Vous-même, Sam, c'est vrai, vous n'êtes pas distant. Valentin ne l'est pas. Les journalistes... Donc c'est Charles Ndongo et Alain Bélibi qui le sont. Ils ne sont pas indépendants, mais ils sont professionnels. Personne n'est indépendant dans la presse. Qu'est-ce que vous pensez de journalistes comme Xavier Messé? Xavier Messé, qui tient une grosse expérience aussi. Il n'est pas indépendant. Ouais. Chacun est engagé dans la défense d'une ligne éditoriale. Il n'est pas indépendant. Je le connais. Moi-même, je peux dire que je ne suis pas indépendante. Je suis UPCiste. En étant UPCiste, je défends la ligne de l'UPC. Donc, je suis dépendante de cette ligne. La seule différence entre un journaliste engagé et un journaliste dépendant, c'est le journaliste qui, parce qu'il est engagé, préfère mentir et ne pas dire. Moi, je me rappelle de Charles Ndongo, quand Paul Biya est arrivé en France, quand il a dit « il n'est pas besoin d'être exilé ou dans le maquis pour exprimer son opinion », c'est Charles Ndongo qui m'a fait entrer dans... Justement, et vous avez gardé une belle opinion de lui depuis cette date. C'est lui qui m'a fait entrer parce qu'il a dit non, c'est une journaliste camerounaise. Et c'est lui qui m'a donné les images. Donc, d'accord, inféodé, non. Il défend la ligne politique du RDPC parce que c'est un militant. Zinga a des accointances avec l'UNDP, moi j'ai des accointances avec l'UPC. C'est pas parce qu'un parti n'est pas au pouvoir que le fait de... Mais ça c'est comme ça, on ne le savait pas pour Valentin Zinga. Mais s'il a des accointances avec l'UNDP. L'UNDP qui a vu débarquer
un de ses 10 représentants, Pierre Flambeau-Ngayap, comme secrétaire général du Sénat camerounais, du bureau, je crois. Donc, de toutes les façons, il y a une autre catégorie de communicateurs qui a eu pignon sur rue depuis quelque temps, des communicateurs de politique, et qui ont été aussi fabriqués par des journalistes qui animent des plateaux. Alors, je vais vous citer quelques-uns et vous allez nous en donner votre opinion. Charles Ateba Yene et puis le professeur Mathias Eric Onangini, par exemple, qui sont un tout petit peu, on va le dire, régulièrement sollicités. Vous savez, je pense que les journalistes camerounais ont une faible instruction ou éducation politique. Et ce qu'ils aiment, parce que ça a la mode, c'est les gens qui jargonnent et qui ont le sens de la formule. Je pense que tant qu'on fustige le régime de Biya, les gens pensent que... C'est comme ça que vous répondez. Voilà, on a compris. C'est ce que vous pensez. Attendez, ceux qui le fustigent, on croit... J'en viens à eux. Ouais. Tant qu'on enfonce Paul Biya, les journalistes pensent que ceux qui le fustigent ont des qualités d'analyse extraordinaires. Moi, je n'attribue pas des qualités extraordinaires d'analyse à Ateba Yene et je suis déçue par les raccourcis que fait Mathias Onangini pour être populaire, parce que je pense qu'il n'aide pas à l'éducation de masse. Ok, mais on a compris votre position là-dessus. Non, je ne suis pas opposé. Il a juste besoin... Attendez, il a besoin d'être populaire. Ouais. Bon, pour être populaire aujourd'hui, dès que vous dites que Biya est nul, ça ne va pas, la gouvernance est mauvaise, ça passe. Je crois que c'est quand même assez réducteur de la part de cet universitaire qui présente quand même de solides qualités intellectuelles et qui est un fils du sérail, mais qui ne s'est pas servi de cela, qui présente généralement une certaine forme de modestie aussi. Hein. Vous n'en savez rien. Vous ne le connaissez pas assez pour savoir. Charles Atanganamanda, Hervé Emmanuel Nkom, par exemple, ces deux-là aussi sont régulièrement sur des plateaux. Qu'est-ce que vous en dites? Je pense que les journalistes que nous sommes sont paresseux parce que nous n'essayons pas d'alimenter le... Encore et toujours des journalistes. Oui, c'est la paresse. Ouais. C'est la paresse, c'est-à-dire qu'on est habitué à un certain nombre de gens qui ont un profil. On se dit que ce sont des bons clients. Moi-même, je passe pour une bonne cliente. Et puis, on sert ça aux populations. On ne fait pas d'efforts pour aller chercher d'autres. Et eux, nous, les invités traditionnels, on ne fait pas d'efforts non plus pour se renouveler. Je crois quand même que vous avez longuement vécu en France et vous savez que même là-bas, ce sont les mêmes personnes pratiquement qui passent sur les plateaux. C'est pas forcément une qualité. Il y a les Christophe Barbier et autres, les Bruno Jeudi, les mêmes personnes qui sont sur les plateaux. C'est pas une qualité. Parce que tout le monde n'est pas appelé à parler bien. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Ouais. C'est pas parce qu'ils le font que c'est bien. Un, de deux, on peut trouver des gens qui parlent bien si on en fait un effort. On n'est pas obligé de copier les choses les plus tarées des autres sociétés. Vous n'avez pas donné votre opinion sur les prestations d'Atanganamanda. Est-ce que je suis là pour donner oui, vous avez donné votre opinion sur Mathias. Je n'ai pas donné mon opinion sur leurs prestations. Ouais. J'ai simplement dit que, aussi bien Ateba Yene que Mathias, ils jouent le jeu de la popularité populiste en servant à l'opinion ce qu'elle attend. Mais leur qualité en tant qu'intellectuel... Mais ça, c'est vraiment du Suzanne Kalalobe également, qui, là, on vous retrouve un peu à vos débuts, qui n'êtes jamais véritablement satisfaite aussi, hein, on peut le dire. C'est pas désagréable, en tous les cas. On va terminer avec le sujet relatif au Conseil national de la communication. C'est une instance dont on dit qu'il fallait qu'elle se réveille un tout petit peu, parce qu'elle somnolait depuis quelque temps. Bon, à l'époque, déjà, c'était... le bien nommé Saba Leko de regretter mémoire aujourd'hui. C'est un prélat qui est à la tête et qui est par ailleurs communicateur aussi. Vous êtes à ses côtés. D'abord sur la composition qui a été faite finalement. Là encore, quelques récriminations avec beaucoup de monde venant des cercles du pouvoir. Monsieur Toby Honde, pratiquement, était déjà au ministère de la Communication aussi. Hein. Toby Honde, c'est un technicien. Il a une expérience de ses 10 dernières années, de la manière dont la communication évolue. Et je pense que c'est c'est très très précieux pour le Conseil national de la communication. Et bien qu'il ait son tempérament, il est d'un très gros apport parce qu'en fait, il est la mémoire du pays. La mémoire du pays en quel sens? C'est-à-dire, on sort de 91 à maintenant d'une situation de parti unique, de dictature, de contrôle, à une déréglementation, une démocratisation. Et Toby Honde est une personnalité qui a
40 ans, 41 ans, qui a vécu ces 10 dernières années avec l'enthousiasme de tous les jeunes qui pensaient que le pays devait changer. Donc son apport est plutôt positif, parce qu'il est institutionnel, administratif et culturel. Donc il ne joue pas un rôle, et quand bien même il essaierait, je dirais, de jouer un rôle, disons, d'entrisme, le Conseil est suffisamment adulte pour lui dire que, monsieur, c'est votre opinion. Ok, de toute façon, on aurait aimé bien voir à l'intérieur de ce conseil aussi quelques autres personnalités dites indépendantes, entre guillemets, venant des milieux de la presse indépendante au Cameroun. Mais ça, c'est un des griefs qui... J'estime que moi, je suis issu de la presse privée. Tout à fait. Ça fait 22 ans que Il y a je travaille Christophe Oumiokono aussi, il y est toujours? Oui, bien sûr. Ça fait 22 ans que je suis à la Nouvelle Expression. J'ai fait tout mon parcours dans la presse privée et je n'ai jamais été nulle part ailleurs. Donc, je considère que je représente. Charlie Ndichia, c'est la même chose. Il est à Campost, il a son organe de presse. Jean-Bruno Tagneux est dans le journal Le Jour. Et ce dernier, il est relativement jeune, il a à peine 3-4 ans de métier aussi. Non, comment il a plus de 5 ans de métier. Oui, comment est-ce que vous percevez son entrée là? Parce que non, c'est il y a son quand métier. même beaucoup d'autres professionnels aguerris qui auraient pu, on va dire, mais être plus représentatifs dans cette affaire. Sam, c'est vrai, quand vous choisissez une femme, c'est pas toujours la plus belle aux yeux des autres. C'est votre choix. Il s'agit ici quand même d'une affaire d'intérêt général aussi. Sauf que c'est votre choix, ce n'est pas une affaire de démocratie. Nous ne sommes pas élus. Par conséquent, il y a toujours une part d'arbitraire. C'est-à-dire que c'est celui qui choisit qui sait les raisons pour lesquelles il choisit. Pourquoi? De la même façon pour les élus. Quand vous élisez quelqu'un, c'est votre choix. Moi, je peux ne pas être d'accord. Mais parce que vous prétendez l'avoir élu, vous croyez que c'est légitime. Mais c'est votre choix à partir de votre point de vue. Ok, on est donc d'accord sur la légitimité des uns des autres? Non, je ne parlerai pas de la légitimité, sur le fait que tout le monde n'est pas forcément d'accord avec le fait qu'on nous ait choisis, nous, et on le respecte. Mais je pense que les Camerounais doivent aussi respecter qu'on ne soit pas forcément de Maintenant, vos premières actions ont dû être décriées, quand même, les suspensions à l'endroit de quelques communicateurs de la place qui se seraient rendus coupables de faits répréhensibles. Mais c'est bien qu'elles aient été décriées. Alors, sur ce débat, il faut réguler ou bien conseiller. Vous vous situez dans quel... Non, la régulation, ce n'est pas le laxisme. Si vous avez fait une faute, par exemple, aujourd'hui, il y a encore des chaînes qui continuent à faire passer la publicité du docteur Diwa. L'Ordre des médecins et des pharmaciens a interdit ce type de publicité sur des médicaments non commercialisés. Donc les chaînes n'ont plus à le passer et on frappe, c'est tout. Si un journaliste, je vais prendre le cas de l'émission qu'on a suspendue à Canal 2, Canal Détective, Malik faisait des émissions en faisant venir des gars qui accusaient d'autres personnes alors que la justice n'avait pas encore établi la culpabilité. Non seulement il s'exposait, mais de deux, c'était une faute déontologique. Pourquoi? Le droit camerounais prévoit la présomption d'innocence. Donc, le seul fait que moi je dise que vous êtes coupable ne doit pas suffire. Donc, c'était de votre responsabilité au Conseil. Pourquoi ne pas interpeller directement les différentes hiérarchies de ces médias-là? Pas qu'une fois, pas deux fois. Le Conseil ne vient pas de naître avec notre nomination. Avant nous, Monseigneur Beffé Ateba était là. On les a interpellés. On a fait des avertissements. Mais maintenant, le fait de sanctionner, c'est aussi un avertissement. C'est aussi une pédagogie. Les gens trouvent ça très dur. Mais comment un professionnel, on peut laisser prospérer un professionnel faire n'importe quoi? Lui, qui est un professionnel, montrer des corps, des anus, accuser quelqu'un qui n'est victime de rien. Quelque part, on a protégé ce type-là. On l'a protégé parce qu'il accusait carrément et simplement le fondé de pouvoir de la BICEC. Il l'accusait d'être le coupable parce que le père des enfants disait que c'était lui. Il montrait les anus des gamines. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Qu'est-ce qu'on doit encore attendre? Ok, donc vous êtes donc résolument décidé aujourd'hui au Conseil de frapper. Non, vous frappez si ça ne va pas. C'est plutôt bien, on a vu les recommandations, les toutes dernières, donc, du président Beffé Ateba qui annonce quelques autres sanctions. C'est un peu comme le Conseil supérieur de l'audiovisuel en France, par exemple? Nous avons le même rang, c'est-à-dire nous sommes censés être un comité de sages. Et parce que nous sommes un comité de sages, notre travail, ce n'est pas juste de vous frapper.
c'est aussi d'expliquer, de discuter, d'échanger. C'est ce que nous avons fait à Douala lors de la conférence de presse. C'est ce que nous avons fait le lundi 17 juin, le mardi 18, pour dire que nous sommes... Même si on a estimé quand même que vous avez davantage voulu faire connaître votre instance. Bon, mais c'est bien, c'est de la publicité aussi. C'est pas faire connaître, non, ça pas faire connaître. Nous sommes descendus, demandez à vos collègues de DBS, nous sommes venus jusqu'ici. Si nous voulions juste faire connaître, on aurait joué les princesses et on vous attendait à la conférence de presse. Mais je voudrais ici remercier la chaîne DBS. Oui, vous êtes en train de conclure parce que vraiment... Non, on est à la fin. On a fini. Ouais. Je voudrais remercier la chaîne DBS parce qu'elle nous a attendus patiemment. Et personnellement, ça c'est mon point de vue personnel, je suis impressionné par cette chaîne. Petite chaîne qui ne fait pas de bruit, mais honnêtement, comme vous défendez les langues nationales, je suis avec vous. Ok, merci à vous, Suzanne Kalalobé. On vous aime bien. Voilà, donc toute l'équipe de production vous remercie d'avoir effectué le déplacement. Et à vous qui nous avez regardé, en tous les cas, on a dit petite chaîne, mais qui grandit aussi. Donc, merci à vous tous. On se retrouve très prochainement pour un prochain rendez-vous de cette édition. Ça s'appelle Le Grand Soir sur cette antenne. Merci.